Bonjour à tous. Bienvenue ici en ce samedi au Musée des Beaux-Arts de Nancy pour cette rencontre dans le cadre de cette édition, évidemment un peu spéciale du livre sur la place. Une édition sous le signe du 9e art, de la bande dessinée, puisque, rappelons-le, le livre sur la place, j'allais presque dire, ce sont les livres sur la place. Tous les genres littéraires, éditoriaux sont ici représentés. C'est aussi ce qui fait la force et la forme aussi de cette manifestation. Et là, vous êtes gâtés ce matin, puisque vous avez certainement les auteurs d'une des bandes dessinées les plus remarquées de l'année, en tout cas très applaudis par la critique, par le public. Et en effet, c'est, je crois un roman graphique majeur, en tout cas dans tout ce que j'ai lu depuis le mois de janvier, à savoir 14 juillet, de Bastien Vivès et Martin Kénéen, qui ont la gentillesse d'être présents aujourd'hui dans le cadre du livre Sur la place, qui veut donc vous présenter cet album un petit peu particulier, comme vous allez pouvoir le constater. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bastien Vivès, tout d'abord, on vous a déjà accueilli à plusieurs reprises ici à Nancy. Je me souviens même qu'on avait fait un débat tous les deux. Oui, et j'avais dû avoir le dernier mot. Non, je sais pas, je ne me souviens plus trop C'était sur quel album? Une sœur. Une sœur, ouais, c'est ça. Sur Une sœur. Voilà, on avait discuté de ce sujet, je crois que c'était avec Claire Castillon, si ma mémoire est bonne. Je me souviens. Et à vos côtés, donc, Martin Kénéen. Donc, on vous connaît évidemment comme dessinateur. On a évoqué une fille, on aurait pu évoquer quelques-uns de vos ouvrages, comme, je sais pas, comme Paulina, comme le Goût du chlore, ou bien encore dans un registre très différent, Last Man. Voilà. Oui. J'aime beaucoup aussi le chemisier, mais bon, ça c'est un goût très, très personnel. Merci. Martin Kénéen, donc, vous ne venez pas du tout de la bande dessinée, a priori. Non. Je crois que vous avez signé un récit chez Grasset autour de votre expérience de prof en banlieue. Je crois prof d'histoire géo, me semble-t-il. Absolument. Et d'éducation civique. Alors, d'éducation civique aussi, oui. C'est ça. On appelait ça comme ça à l'époque. Voilà. Mais comment est-ce que vous vous connaissez tous les deux ? C'est un malentendu, un accident, comme toujours dans la vie. Toute rencontre est un malentendu. Non, j'ai travaillé quelques années sur la radio France Culture et donc j'ai eu l'occasion d'inviter plusieurs fois Bastien Vivès parce que j'aime beaucoup son travail et sa répartie, n'est-ce pas Bastien ? Là, tu fais une répartie. Non, vas-y, je te laisse continuer. Et voilà, il s'est trouvé que parallèlement, j'écrivais une histoire et que j'ai eu très envie de la lui proposer et que je me suis permis d'aller le voir et de la lui proposer. Et en 30 secondes, il était embarqué. Et c'est comme ça que cet album, enfin l'idée de départ est née. Oui. Puis, moi, il y avait Jeanne d'Arc aussi derrière. Oui, c'est vrai. On s'était revus pour une émission sur Jeanne d'Arc, où il m'avait demandé de dessiner Jeanne d'Arc à la radio, ce qui était un peu bizarre. Mais dessiner à la radio, oui. Oui, et je devais commenter en même temps que je dessinais la Jeanne d'Arc. Non, et puis moi j'avais toujours dit que je ne travaillerais pas avec des scénaristes en BD parce que c'était une comment on pourrait appeler ça non, je suis pas. Les scénaristes en BD me font toujours très peur, quoi. Ils essayent toujours de te. Pourquoi ? Parce qu'ils essayent toujours de te refiler soit un roman qui est pas passé, un scénar de film qui est pas passé. Et c'est pas le cas ici ? Comment ? Ça n'est pas le cas ici ? Non, ça n'est pas du tout le cas. Non, il était tout neuf, tout frais. Il était même pas tout à fait terminé. Oui, c'est ça. Et c'était vraiment l'envie de départ. Et surtout, il y a cette. Il y a une chose qui est un petit peu compliquée. La plupart du temps, les scénaristes BD, enfin, quand ils viennent vous voir, ils viennent avec un scénar qui est pratiquement fait, qui est tout fait. Et donc, en fait, ils disent oui, mais on peut intervenir tous les deux. Et en gros, c'est très difficile de pouvoir rentrer dedans et de pouvoir aussi mettre sa patte. Donc, en fait, il vaut mieux arriver avec une idée. Et c'est dur d'aller voir un dessinateur, dire j'ai une idée, j'ai encore rien écrit, est-ce que ça t'intéresserait ? Et que le dessinateur puisse écrire, parce qu'il y a quelque chose de très important dans la bande dessinée, c'est la mise en scène. Et la mise en scène doit être faite à deux, vraiment. Et là-dessus, c'est là où on a appris à se connaître, à écrire en faisant cet album. Et c'est pour ça que là, il y a 250 planches, mais j'en ai fait 400, je crois, en tout. Et on en a jeté 150 parce qu'on a appris en faisant cet album aussi à communiquer nos idées, à créer. Donc ça a été
une vraie rencontre, quoi. Alors, comme on le voit sur la couverture de ce roman graphique, on voit ce noir, on voit ce jaune, on voit ce policier, en tout cas ce costume de gendarme. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec l'étiquette de polar au sujet de cet album ? Oui, moi c'est un genre que j'apprécie particulièrement, littéraire, je m'en suis vraiment beaucoup nourri. Je crois pas que l'idée de départ c'était d'écrire un polar. En revanche, quand je suis allé en parler avec Bastien, parce que ce qui était assez chouette en effet, c'est qu'il a assez peu lu et on a assez peu écrit. Au fond, on a beaucoup parlé pour faire cette BD et lui il a beaucoup dessiné. Et donc quand j'ai commencé à lui en parler, tout de suite lui il a eu envie de polar. Mais donc là c'est à toi Bastien de dire, parce qu'il est un peu amoureux d'un certain polar français au cinéma. Je trouve que le polar c'est un genre qui avec le drame et aussi un poil la comédie. Enfin, c'est un genre en France qu'on sait particulièrement bien faire. Et donc, je rêvais de pouvoir m'attaquer à ce genre-là. S'il y en a un sur lequel il fallait aller, c'était celui-là. Je serais jamais allé sur un western ou sur de la science-fiction, enfin des choses qui sont peut-être moins ancrées. Bref, dans la culture française, du cinéma. Donc, bref, le polar, ça me disait bien. Puis il y a un film sur lequel on s'est aussi assez vite retrouvé. C'était L627 de Bertrand Tavernier, que moi je considère comme vraiment un très très grand film. Et c'était l'idée de suivre une enquête. Enfin, comment dire, dans ce film-là, il n'y a pas vraiment d'enquête. On est à chaque fois, c'est juste des cas, comment dire, c'est le quotidien d'un policier. Et donc on sait jamais s'il va y avoir une résolution ou pas. Et on les suit, parfois ça foire, parfois ça réussit. Et l'idée de 14 juillet, c'était d'amener une succession d'événements qui, au final, quand on refermait le livre, le lecteur allait, d'une certaine manière, se faire sa propre enquête, sans que ce soit trop ouvert. Évidemment, il fallait arriver à être pile poil sur la frontière et laisser la personne s'imprégner. Et le fait qu'aujourd'hui, surtout avec un thème comme les attentats et de se replonger là-dedans, c'était dur d'avoir c'était important d'avoir un tout petit peu de recul, quoi. On va justement revenir sur ce thème, mais tout d'abord, j'aimerais bien que vous nous présentiez ce personnage représentatif des forces de l'ordre. Alors, il s'appelle où Jimmy. se situe son action principalement? Oui, alors c'est un jeune gendarme qui s'appelle Jimmy, qui a une vingtaine d'années, donc qui est en début de carrière, qui a quand même quelques années sans doute de service derrière lui, et qui travaille dans un petit village de l'Isère, donc au pied des Alpes, voilà, dans la moyenne montagne. Donc on a quelque chose à la fois assez indistinct et en même temps de très français, au sens archétypal, image d'Épinal du terme. Peut-être de western aussi, parce qu'il y a ces montagnes comme ça à l'horizon qui dessinent comme ça, comme un lieu qui est à la fois suspendu et en même temps un peu enfermé, qui a quelque chose un peu de volcanique aussi, si je dis encore un mot des montagnes, qui pour le coup voilà, ont quelque chose de sismique, ce paysage-là, et qui rejaillit sur notre personnage, qui est très... Sébastien, tu parleras peut-être de comment tu l'as dessiné, comment il l'a imaginé, mais on avait envie d'un personnage qui soit très ambigu en fait, qui puisse incarner la France de façon presque allégorique et qui soit aussi un individu singulier avec ses douleurs, avec ses doutes, avec ses souffrances, avec ses ombres évidemment, et potentiellement ses mauvais penchants, parce que vous parliez du polar. Le polar, ce qu'il a de plus fort quand il est digne de ce nom, c'est qu'il a affaire à la réalité sociale et qu'il plante le scalpel ou la lumière ou le flingue là-dedans. Et c'était quand même notre désir, c'était d'essayer de dire quelque chose de la France d'aujourd'hui sans faire un tract, sans faire un livre manifeste, sans faire une leçon de morale ou un manuel de savoir-vivre en France aujourd'hui, mais au contraire justement de l'incarner dans un personnage qui aussi était personne, et donc chacun de nous. Et donc c'est ce petit gendarme, parce qu'en plus le gendarme en France, il a un peu une image folklorique. Aujourd'hui, c'est un peu un épouvantail, les forces de l'ordre, et c'est une image repoussoire pour un certain nombre de gens, et dans le discours qui est très utilisé, très, très manipulé, très instrumentalisé. Donc voilà, on a joué avec toutes ces facettes-là, d'un seul personnage,
qui en apparence, et ça c'était l'idée de Bastien, ne laissait rien voir de qui il était en fait. Bastien, justement, comment vous l'avez imaginé, vous, graphiquement, ce personnage? Moi, j'ai regardé pas mal de docus. Martin, il a des amis aussi dans la police et tout ça. Donc, on a beaucoup réfléchi à comment est-ce qu'on allait le représenter physiquement. Tiens, justement, on va lancer le... très vite. Ouais, et Ouais, très vite, en fait, je regardais pas mal dans les docus, et ce qui me frappait, parce que c'est toujours important de se dire quand on fait un album, on le fait aussi dans d'une certaine manière, d'une espèce de modernité, donc de se dire, bon voilà, on est en 2020, à quoi ressemblent les gendarmes en 2020, et ils sont quand même la plupart du temps, il y en a beaucoup assez bodybuildés, ou alors en forme, et assez fiers aussi de montrer qu'ils ont une espèce d'aplomb, quoi. Il faut montrer un certain aplomb, que ce soit les filles et les garçons. Et donc tout de suite, j'ai pensé à ça, j'ai pensé aux lunettes de sport. Il y a l'idée de l'action, parce que ça fait quand même depuis une bonne vingtaine d'années que passe en boucle à la télévision des reportages sur gendarmes, les PV, enfin, comment dire, genre, t'as l'impression que c'était, je sais pas, ils sont dans les avions de chasse pour filer des PV. Enfin, il y a un truc qui est assez hallucinant, quand vraiment on recherche l'action. Il y a beaucoup de gens qui disent, ah, moi je suis venu pour l'action, et aussi évidemment pour les valeurs et le côté militaire de la gendarmerie. Donc c'est pas la même chose. Enfin, c'est vraiment un gendarme, mais c'est avant tout un militaire. Et puis ce qui est drôle, c'est qu'on a commencé à écrire, et il n'y avait pas encore les gilets jaunes. Il n'y a pas eu les gilets jaunes, il n'y a pas eu le Covid, il n'y a pas eu tout ça. Et donc c'était intéressant de voir, en même temps qu'on écrivait, de voir l'actualité se passer. Nous, on écrit à un moment où on était encore sur j'ai embrassé un flic et tout ça, quoi. Donc ça allait super vite quand même, hein, en l'espace de 2 ans, 3 ans. Ça a été assez hallucinant. Et bref, c'était assez passionnant même de voir comment les choses ont complètement dérapé. À quel moment je discutais avec un gendarme il n'y a pas très longtemps, on avait pris un café, et je lui posais la question, à votre avis, c'est à quel moment ça a basculé là, de j'ai embrassé un flic voilà ça, gilets jaunes et tout ça. Il m'a dit non, mais c'est assez drôle, parce que les gilets jaunes au début, quand c'est arrivé, on a vu comment dire, ça se passe à peu près tranquillement, les ronds-points, tout ça. On a vu, ça se passait, il y a juste eu c'est à partir du moment de l'Arc de Triomphe, quoi. C'est au moment où il y a eu où ils ont tagué sur l'Arc de Triomphe et sur la tombe du soldat inconnu, là où il y a eu une sorte de blasphème d'une certaine manière. Là ça a vrillé. Là, la semaine d'après, les mecs ils ont dit, bah en fait, en tant que militaire, on peut pas, il y a des choses on peut pas. Et c'est intéressant de voir quand même, pour entrer dans le truc du gendarme, qui a une espèce de code quand même. C'est pas un chien fou, voilà, c'est ça. Et c'était drôle d'avoir ce caractère un peu, il va absolument sauver des gens, mais il est enfermé dans une discipline militaire, quoi. Vous avez évoqué ce moment où vous étiez en train, en tout cas au début de cette aventure qui est 14 juillet, l'époque donc j'ai embrassé un flic, puisque vous avez pris cette illustration. Justement, la question du terrorisme, c'est un autre pan du livre qui arrive notamment à travers 2 personnages essentiels qui vont être la rencontre, point de départ de l'intrigue. Oui, le point de départ de l'intrigue, c'est en effet un peintre parisien qui a une 50aine d'années, dont, sans spoiler, parce que c'est dévoilé assez tôt dans l'histoire, la femme est morte dans un attentat à Paris, et qui décide de se mettre au vert, de chercher un endroit à l'abri, un lieu sûr, une sorte d'asile pour soigner ses blessures. Et il part avec sa fille adolescente, Lisa, qui a une 15aine d'années. Et c'est en fait l'intéressant pour nous, je crois, d'emblée, même si on a beaucoup joué avec ce personnage de ce jeune gendarme, Jimmy, c'est leur rencontre, en fait. C'est la rencontre entre ce Parisien assez fortuné, bourgeois, peintre, artiste peintre, et ce jeune gendarme qui habite dans un village de province. Et ces 2 facettes, en fait, aussi de la France d'aujourd'hui, de peut-être ce que chacun de nous
a ressenti, ou tout du moins a pu constater autour de lui, c'est-à-dire ce Parisien qui a été frappé de plein fouet, qui est tenté par la dépression, par le désespoir, et de l'autre côté, le jeune gendarme qui veut faire quelque chose, mais qui est du côté de la force, aussi de la force brute, et qui sont tous les deux visages un peu extrêmes de ce qu'on a pu tous ressentir. Et bon, voilà, pour moi, c'est assez fascinant d'en parler aujourd'hui en public, ici, 7 mois ou presque après la sortie de l'album, alors qu'il y a le procès des attentats, qu'il y a tout ce qui s'est passé cet été autour des violences policières et qui est très présent aujourd'hui dans le débat. Enfin voilà, c'est assez fort en fait. Ah oui, et c'est drôle parce que quand tu repitchais l'album, imaginez en fait, c'est le scénario. Enfin, si jamais, je sais pas, Danny Boone aurait réalisé ce livre, bah en fait, on est sur. J'étais allé le voir d'abord, en fait. On imagine quand on a lu. Oui, mais je l'avais pas dit à Bastien, mais je l'ai proposé à Danny Boone. Sur une grande, enfin une comédie française. L'idée de deux personnes qui n'ont rien à voir, qu'on va mettre ensemble, et puis il pourrait y avoir des multitudes de gags et de voir que chacun va apprendre à l'autre. En fait, et cette espèce de ce qu'on mange aussi là depuis quelques années là, toutes les grandes comédies au cinéma françaises qui font appel au merveilleux, quoi. Tous les Français, tout le monde. S'il y a autant de millions de personnes qui vont aller voir ces comédies-là, c'est parce que d'une certaine manière, on fantasme, on rêve qu'un jour les gens se parlent en France, les gens arrivent à faire que chacun amène sa petite communauté, son petit machin, on envoie tous les clichés s'envoler, et en fin de compte, oui, bah, les Arabes ils peuvent chanter la Marseillaise, enfin voilà, on arrive dans un truc. En fait, tout le monde est dans cette espèce de fantasme du merveilleux. Et c'est assez drôle de se dire que le pitch de départ de cet album, c'est un peu ça, c'est de se dire comment un artiste parisien, une 50aine d'années, peut être pote avec un gendarme de province d'une vingtaine d'années. Et tout, voilà, et pourquoi pas. Et on a envie de dire, c'est... Bon, après, nous, on y a mis notre vision et notre... Enfin, voilà. C'est une tentative aussi. Ça peut se résoudre dans le merveilleux, dans la comédie, et ça peut se résoudre dans une approche comme celle qui était la nôtre, et qui était aussi une tentative de raconter ça, qu'il y avait une rencontre, qu'elle se passait tous les étés. Si vous êtes un bourgeois et que vous allez en vacances à la campagne, ou si vous habitez à la campagne et que vous voyez débarquer les bobos, qui soient quelle que soit la grande ville d'où ils viennent, cette rencontre, elle est là. Et donc, c'était de jouer avec ça aussi, avec cette réalité. Mais c'est vraiment drôle de vraiment regarder tous les films qui ont fait le plus d'entrées depuis ces 15 dernières années. Et vous verrez, c'est que ça. C'est vraiment que la rencontre de gens, vraiment. Et à la fin, c'est intouchable, c'est ça. Et quand on y pense... Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, etc. Non, mais voilà, vraiment, les gens ont envie s'ils viennent en masse pour voir ça, c'est qu'ils ont vraiment envie, quoi. Ils ont vraiment envie de voir cette chose, quoi. Après, est-ce que ça reste qu'un fantasme ? Je sais pas, quoi. Bah, en tout cas, moi, il y a un indice sur votre projet, ne serait-ce que dans la planche qu'on voit ici, parce que je trouve que quand même ce personnage qui est arrêté, on voit sur cette planche, moi, je trouve qu'il ressemble à un célèbre écrivain français qui est plutôt du genre dépressif, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Michel H. Bah oui, mais après, d'une certaine manière, quand j'ai commencé à dessiner les personnages, Michel Houellebecq, au début, j'ai pris un peu les traits. Bon, j'ai pas fait une caricature. C'est pas, enfin voilà, ça se veut pas comique. On y pense naturellement. On y pense un peu parce que c'est vraiment son physique. Moi, je trouve qu'il a un physique absolument incroyable, qui incarnait parfaitement ce que je voulais, ce qu'on voulait montrer avec le personnage. Même j'ai essayé à un moment donné de le changer, ça marchait moins bien. Et puis surtout, je trouve que c'était même important de dire il est lié d'une certaine manière aux attentats, et c'était important, je pense, de le représenter, de représenter sous les traits. Et surtout, moi, ce que j'aimais bien, c'est qu'il peut avoir l'air d'un petit enfant qu'on a besoin. Et même, regarde, même physiquement, la différence entre les deux, elle est là aussi, quoi. Vraiment, de partir, on se dit, mais ils n'ont absolument rien en commun. Physiquement, et en fait, là aussi, comme dans les comédies françaises, super potes ou américaines. Alors, Martin, juste un détail. Donc, historien de formation. Oui. Quand je vois un titre comme 14 juillet, c'est comme une clé, je me dis, ah tiens donc, d'où il vient ce titre ? Il faut, derrière, quelle que soit l'œuvre qui est produite par un homme, ça ne marche pas pour les femmes, mais quelle que soit l'œuvre produite par un homme, il faut chercher la femme qui est derrière, en fait, qui a fait tout le boulot et qui récolte pas toujours les lauriers, de plus en plus, et c'est tant mieux. Mais là, en l'occurrence, le titre vient pas de moi. Moi, j'avais appelé ça La France au départ, très modestement.
Bastien, il avait appelé ça Demain la France, et notre éditeur ici présent avait repéré que c'était le titre d'un livre-programme de Raymond Barre il y a quelques décennies. Donc c'était pas génial comme référence, et on allait avoir des problèmes avec les ayants droit de Raymond Barre. Et du coup, Bastien, voilà. Il y a des phrases qu'on prononce pas tous les jours quand même. Voilà, quand même. Non, et puis après, non, et c'était parfait 14 juillet parce que quand on arrive sur le livre, on sait qu'il va, alors qu'il ne se passe, entre guillemets, on peut avoir l'impression qu'il ne se passe rien pendant tout le début du livre. On se dit, bon, ben, c'est le quotidien d'un gendarme. Et l'idée du 14 juillet fait que on sait qu'il va se passer quelque chose, on sait qu'il va y avoir une date. Et c'est exactement avec... Et c'est difficile de s'en rappeler après le Covid et tout le bordel et tout. C'est difficile de s'en rappeler, de se rappeler qu'après Charlie, après le Bataclan, il y avait cette idée, après Nice et tout, il y avait cette idée que les gens attendaient la prochaine date. On savait qu'à un moment donné, ça allait arriver, que ça allait péter, et tout le monde attendait la prochaine date. Et voilà, ça sera le 13 novembre, 14 juillet, voilà, c'était important. Le 11 septembre, c'était important d'avoir Et ça nous est apparu en effet comme un truc très Hitchcockien. Quand Hitchcock, au début de la séquence, il montre la bombe et toute la séquence, ça va être de savoir quand ça va péter, est-ce que ça va péter, etc. Et donc, quand ce titre nous est apparu, donc puisqu'on ne révélera pas exactement comment, par la grâce d'une femme, eh bien, ça nous a paru génial et évident d'un point de vue déjà scénaristique, narratif, comme une promesse de danger, de menace. Et par ailleurs, en effet, très tôt dans l'histoire, il nous est apparu qu'on voulait qu'il se passe quelque chose le 14 juillet. Et donc, on a eu tout un débat. C'est une des premières conversations qu'on a eues quand on a commencé à élaborer la BD avec Bastien sur qu'est-ce que c'était que la France pour nous, à quoi ça tenait. Et donc, on a tourné autour de cette date du 14 juillet 1789, 1790, etc. La question de la fête de la Fédération, on ne va pas faire une leçon d'histoire, mais il y a bien sûr un soubassement de réflexion historique et politique derrière cette date. Ouais. En même temps, au début, je parlais de ces codes du polar. C'est un vrai polar à part entière qui joue avec les codes et même un sous-genre du polar qui, sans trop en dire, voilà, la thématique du récit de vengeance, quand même, c'est quelque chose, en tout cas, qui est au cœur du récit. Est-ce que c'est un sous-genre du noir que vous aimez particulièrement ? Après, oui, le récit de vengeance, c'est celui qui est le plus cathartique, quoi. C'est genre tout ce qui va mal quand un spectateur va voir ou lit un récit de vengeance, toutes ces frustrations, machin, il peut les mettre, ça y est, il a été vengé, ça va mieux, enfin voilà, ça aide. Il y a aussi l'idée je pense que c'est plus du côté du vigilante, enfin du vigilanté, voilà, c'est là où comment est-ce que faire justice soi-même, et je trouve ça intéressant parce que normalement le vigilanté c'est quelqu'un à qui est arrivé une horreur, on a tué sa femme, je sais pas, n'importe quoi, et qui va se venger, et c'est toujours parce que c'est un monsieur madame tout le monde, et parce que la police ou la justice n'a pas fait son travail, ou ne peut pas faire son travail, ou décide, bah non, on peut rien faire, et à ce moment-là, il prend un flingue, il va dans la rue. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très américain, voilà. Et on a fait beaucoup en Italie, en France, on a fait aussi beaucoup, voilà, complètement. Et donc, l'idée, c'était d'avoir ce côté un peu de vigilanté, sauf que c'est un gendarme lui-même qui le fait. Donc c'est là où ça devient un petit peu délicat, quoi. C'est là où et en fait après on se dit aussi de quoi est-ce que le gendarme va se venger, et surtout en fait celui qui se venge à la base c'est quand même le père de famille qui par un acte, mais c'est vraiment un acte désespéré, c'est plus un acte comment dire symbolique, c'est plus une espèce de happening, une performance qu'il veut essayer de faire, d'aller poser une fausse bombe, enfin comment dire, ça n'a pas vraiment de sens, quoi. Et c'est là où de toute façon tout le récit et toutes les images qui sont véhiculées de toute façon parlent toujours de cette ambiguïté. Est-ce que comment dire, je sais pas comment expliquer, mais il y a quelque chose dans la bande dessinée qui je pense que c'est parce que c'est par rapport surtout au médium de la bande dessinée qui est assez fascinant avec le dessin, c'est qu'on est dans la représentation, et dans la représentation il y a quand même quelque chose où il y a une partie où si vous dessinez par exemple on peut pas dessiner quelqu'un qui fait semblant de dormir. Vous voyez, en une case, en fait on peut pas le faire. Enfin, c'est très compliqué. Et tout le bouquin ne marche que là-dessus, sur cette idée de, à un moment donné, la différence entre quelqu'un qui dort et quelqu'un qui est mort, la différence entre du sang et du vin, la différence entre... Voilà, et tout fonctionne là-dessus. Et
le gendarme n'a que quelques secondes pour prendre une décision. Et c'est un peu ce qu'on demandait. Voilà, dans les attentats, tout le monde dit c'est un bruit de pétard. Et voilà, c'est ça. Et je trouve qu'il y a quand la fiction devient la réalité, bref, il y a quelque chose que je trouve très intéressant. Mais bon, après, il faudrait que ce soit un psychologue qui rentre là-dedans. Et sur la vengeance, moi, c'est un genre de film que j'aime pas du tout, en fait. Les Equalizer, etc. Ce qui est quand même un comble quand on... Ouais, mais parce que c'est très déceptif, en fait. Et je pense que la question de la vengeance, quand on est frappé par une forme de violence, et en particulier par la question du terrorisme, elle se pose forcément. Qui va exercer la réponse à ce qu'on a souffert, à ce qu'on a encaissé? Et donc il y avait à la fois le plaisir de jouer avec le côté déceptif de la vengeance, qui ne peut pas marcher, et en particulier en France, où à la différence d'autres pays, je pense en particulier aux États-Unis, la vengeance, on n'y a pas droit, on n'est même pas légitime à l'exercer, et donc il y a des forces de l'ordre qui sont légitimes à exercer la violence. Et donc on questionnait ça aussi sans doute, la question aussi de l'usage de la violence dans notre société, en particulier dans notre société française. Et il y avait ce plaisir-là à travers cette question de la vengeance. Au-delà, c'était vraiment la question de la violence, c'est-à-dire la violence qui sourd dans notre pays, et même la haine, qui a beaucoup de visages, qui a beaucoup de discours, et beaucoup de feu un peu partout dans la société. Et un peu comme dans l'histoire de la violence, qui est, je crois, au départ un comics qui a été adapté par Cronenberg au cinéma. Voilà, d'une certaine façon, on a fait aussi, sans le vouloir et sans le savoir, une histoire de la violence où la question de la vengeance se pose peut-être presque malgré les personnages, en fait. Ils y sont contraints alors qu'ils n'y tiennent pas, ou alors quand ils y tiennent, c'est vraiment lamentable. On a parlé véritablement de l'exercice du roman de genre, du côté chronique sociale, mais il y a quelque chose qui est aussi essentiel, c'est dans le mystère et les zones d'ombre des individus qu'on évoquait jusqu'alors. Il y a un trio qui, à proprement parler, va se former, et il y a quand même des zones d'ombre, des choses qui ne sont pas expliquées, mais on le ressent grâce à vos traits, Bastien. Notamment, on s'aperçoit que les traits de visage sont très souvent gommés, laissés au minimum. Et ça, justement, pour celui qui vous lit, qui vous regarde, il y a du mystère, forcément. Oui, c'est vraiment le pouvoir d'évocation du dessin. Et c'est pas une histoire de style où on va juste faire 3 traits, on aura évoqué telle chose, ou un dessin beaucoup plus précis. Mais c'est vraiment l'idée même du médium dessin fait que on peut se permettre de raconter énormément de choses dans une seule case, voilà. Et donc il faut arriver à hiérarchiser les informations, à se dire que là, ce que je veux montrer, c'est la position du personnage, mais pas forcément son visage. Et vu que j'ai la possibilité de dessiner ou non certaines parties du corps, ou de dessiner ou non, de laisser une silhouette, de faire une masse et tout ça, et ben je l'y vais. C'est un peu comme on se sert un petit peu du dessin comme au cinéma on se servirait de la lumière. On va parfois mettre une ombre sur un œil parce qu'on n'a pas envie de mettre le regard à ce moment-là. Et dans le dessin, on fait à peu près la même chose, sauf que le pouvoir de représentation est encore plus puissant avec le dessin, parce qu'on peut carrément faire qu'un personnage qui paraisse faire 1m70, tout d'un coup, la case après, il en fait 2m20. Et puis on n'est pas obligé de jouer avec des angles de caméra. On peut carrément dessiner ça. C'est pour ça que, par exemple, dans mes précédents livres, je dessine, je parle toujours des regards et de comment les gens nous apparaissent, souvent des histoires d'amour, et le désir et le sentiment amoureux à dessiner, c'est parfait, parce que la personne, quand elle arrive, c'est plus une apparition, quoi. Donc c'est vraiment, il faut aller utiliser le dessin, et c'est parfois ce que c'est pas que je regrette un petit peu dans la bande dessinée, mais je trouve que la bande dessinée essaye de prendre ses lettres de noblesse du côté de la littérature, de l'écrit, mais elle devrait aller aussi vraiment se concentrer sur comment représenter, produire une image. C'est là où je pense que la bande dessinée devient vraiment intéressante, quoi. Oui, parce qu'elle permet en fait de condenser énormément de choses. Là, on est au livre sur la place. J'aime bien l'expression de littérature dessinée qu'on emploie parfois pour la bande dessinée. Quand on travaille en plus à deux,
avec quelqu'un qui s'occupe plus de l'écriture et l'autre du dessin, même si là on a, enfin j'ai pas dessiné hein, heureusement, mais même si on a travaillé ensemble, il y a ce plaisir-là d'essayer de tout rassembler, c'est-à-dire que il y a le plaisir littéraire, mais ramené à, on essaye à, presque au trait justement, à son essence, peut-être plutôt du côté de la littérature américaine, d'un certain roman américain qui est plus elliptique qu'une littérature très naturaliste. Et en même temps, il y a un regard presque naturaliste, en tout cas c'est ce que j'aime beaucoup dans le travail de Bastien, et pas seulement dans cet album, dans ses romans graphiques, un travail presque naturaliste au sens littéraire, au goût du courant littéraire, c'est-à-dire qui n'est pas dans le romantisme échevelé, qui n'est pas non plus dans le concept. Et c'est ça que j'ai trouvé très beau, c'est que là on se baladait dans le musée avant d'arriver, il y a les très belles toiles d'Émile Friand, qui sont donc très, très réalistes, dans le dessin, et nous il y a quelque chose de comme ça, on s'en est rendu compte après, mais c'est une sorte de Madame Bovary avec un flingue, notre Jimmy, notre gendarme, et comme dans les toiles de Friand qui font penser à cette époque-là, à cette France-là. Et de l'autre côté, derrière un panneau, il y a un coupe-K, qui est donc une baigneuse, qui est esquissée, où il y a beaucoup plus d'esquisses, un peu comme dans le travail de Bastien. Et donc de la même façon qu'il y a une BD qui peut être très travaillée, très dessinée, presque de la peinture, ce que j'aime beaucoup dans le travail de Bastien, c'est qu'il y a ce travail de l'esquisse, du mouvement, de la rapidité, et qui en même temps donne autant, si ce n'est plus, à voir qu'un fourmillement de détails où on ne saura pas ce qu'il y a à regarder. Et voilà, on a essayé de rassembler un peu tout ça, à la fois la précision de la description de la France d'aujourd'hui, presque naturaliste, et en même temps le mouvement, le souffle de la perception, de la sensation en fait. Ça, c'est essentiel, justement, car on est loin, par exemple, d'un polar très explicatif, comme on en voit beaucoup, notamment dans certaines séries télé. Et puis aujourd'hui, tout le monde veut donner des leçons de morale. Nous, vraiment, c'était pas du tout notre ambition. Ni dans la morale, ni dans l'explication outrancière. On n'est pas du tout là-dedans. Justement, pour évoquer votre collaboration, mais pratiquement d'un point de vue technique, planche après planche, justement, on va prendre ces planches. Comment est-ce que vous avez composé? Est-ce que vous êtes d'accord sur une structure générale ou est-ce que c'est, j'allais dire, scène par scène? Enfin voilà, comment est-ce que vous imaginez la composition d'une planche tous les deux? En gros, là, quand j'ai fait le découpage, bon, bien sûr, il y a les dialogues, il y a Martin qui m'a écrit un petit peu des dialogues, qui m'a écrit comment est-ce qu'il voyait la scène et tout. Après, pour la mise en scène, bon, alors, c'est simple, c'est la première... c'est la rencontre entre Jimmy et donc là il y a Vincent qui rentre dans la pièce et il y a Jimmy qui est installé. Donc Vincent qui vient d'arriver dans ce village, Jimmy qui est déjà en poste dans ce village. On a l'image, la carte postale du père et de la fille pour mettre le côté où comment dire la fille est un petit peu au début elle parle pas, elle est adolescente, elle est en retrait et donc j'ai même mis carrément son visage en retrait pour qu'on ait un sentiment de se dire bon ben la fille est vraiment derrière, enfin voilà, elle est insaisissable quoi. Et on a notre père les bras croisés et on sent qu'il est pas battu mais qu'il n'a pas l'air d'être dans une super forme non plus. Et puis en bas, c'est la première, c'est la confrontation quoi. C'est là où tout va se jouer entre ces deux personnes. Et j'ai volontairement mis un très gros plan un plan plus important sur Vincent parce que Vincent, tout d'un coup, va être comment dire. C'est lui qui va amener les enjeux quoi. C'est lui qui va amener les enjeux aux gendarmes. Et il va devoir pas se passionner pour cette personne, mais il va devoir au moins s'y intéresser. Donc en fait voilà, donc c'est très très classique de ce côté-là. Et puis là après là-dessus, les deux planches ne se suivent pas. Donc ça c'est un autre. Là c'est vraiment le quotidien des gendarmes, des scènes qu'on va revoir souvent de l'arme parce que il faut savoir les policiers ou les gendarmes c'est vraiment ils ont un rapport aussi avec l'arme qui est très, surtout en France on a un rapport avec les armes à feu qui est très 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 cadré voilà, mais et c'était important de montrer comment dire qu'ils manipulent des armes même si on se dit ils vont jamais, normalement un gendarme il ne sort jamais son arme. Un bon policier dira j'ai jamais utilisé mon arme parce qu'on a toujours trouvé une solution pour ne pas le faire. Et en fait dans cette BD lui il va sortir son arme énormément de fois quoi, mais sans pour autant tirer quoi, mais en gros on sent qu'il a
qu'il est un peu sous pression. Voilà, donc on met ses plans et puis tout d'un coup, là, ça, c'est la brigade à la fin où ils vont partir. Et ce qui est drôle, c'est que on a les deux couples, on a Christelle et Jimmy d'un côté, on a Lisa et Vincent de l'autre. Et voilà, eux, ils sont avec leurs lunettes de soleil, c'est l'uniforme, on voit pas encore l'être humain qui est en dessous, alors que Vincent, c'est lui qui va être dans la détresse et on a besoin de son émotion, quoi. Il y a les deux aspects, en fait, même si c'est deux planches, en effet, qui ne sont pas consécutives. De la pure fiction, où on a créé notre trio là, de personnages, le père et sa fille et le jeune gendarme, et on les fait se rencontrer et on trouve une situation à partir de laquelle ils se rencontrent. Et de l'autre côté, la dimension documentaire, qui est toujours fascinante, je trouve, dans le polar, justement, quand il est bon, et qui était aussi à la base de notre travail. Je pense qu'une bonne BD, c'est aussi beaucoup de travail de recherche qui n'est pas censé se voir. Donc là, le plaisir, c'est que surtout sur des planches dessinées par Bastien, le lecteur peut aller très très vite. Il peut s'arrêter à regarder, mais il peut aller très très vite. Et néanmoins, on a essayé d'être super précis dans le détail. En effet, je me suis retrouvé à discuter avec des gendarmes. Parce qu'il y a ce côté quasiment documentaire qui est voilà, aussi au cœur qui m'envoyaient des photos de leur logement de fonction, qui ne s'appelle pas logement de fonction, qui est plus ou moins vétuste et pourri, comme beaucoup de gens aujourd'hui dans les services publics qui n'ont pas des conditions de travail idéales. Et voilà, et ça nous servait. Alors après, je m'excuse auprès des gendarmes qui peuvent être dans la salle. Il y a sûrement plein d'erreurs factuelles qui sont gravissimes, mais on a essayé d'être précis quand même dans les choses. Mais plus fascinant pour moi, pour la mise en scène, c'est la planche précédente que vous aviez montrée. Voilà. Oui, alors elles ne se suivent pas non plus. Mais moi, je disais, Lisa, la jeune fille, qui est une fille de la ville, qui débarque, qui est très marquée par la mort de sa mère, vole un cheval. Et voilà ce que ça devient avec Bastien, qui s'en empare, qui en fait une danseuse, qui en fait une Amazone, qui joue avec les proportions et qui surprend, je crois, le lecteur avec ses images. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué sur la planche suivante, parce qu'on est toujours le fruit de ses influences. J'aimerais bien qu'on évoque cette planche quand on voit Jimmy et Vincent, le faux Michel Houellebecq, d'une certaine manière, et ça c'est représentatif de votre style qui mélange des choses extrêmement variées. D'un côté, j'ai ce personnage de gendarme qui a des traits, je le dis véritablement à gros traits, expression toujours à prendre avec des pincettes quand on est à côté d'un dessinateur évidemment, qui a ce côté très manga, en tout cas une certaine école du manga, et de l'autre, ce personnage qui est plus proche, allez, on va dire là aussi de manière casuale, de la franco-belge, de l'école franco-belge. Ouais. D'une certaine manière, c'est votre... Voilà. On tient un peu quelques-unes de vos influences juste à travers deux images. Vous jouez avec la connaissance de votre lecteur qui est d'une manière plus ou moins empirique, intégrer ces différents styles. Oui, j'aime bien l'idée de comment dire, Jimmy, on va mettre énormément de temps à comprendre, et je sais même pas si au final on aura vraiment réussi à rentrer un peu dans sa tête et à comprendre ce qui s'y passait. Et alors que Houellebecq, oh le lapsus, que Vincent, non, parce que depuis tout à l'heure on parle comme ça. Mais non, alors que Vincent, c'est un artiste, c'est bon, on voit ce qu'il a dans la tête, il fait que de s'épancher tout le temps avec ses pensées, tous ces trucs. Donc en gros, ça m'a... Quand je les ai dessinés, et puis surtout il y a aussi un truc qui est important, c'est que vu qu'il est quand même en plus gros plan, c'était plus important d'aller quand même montrer certains détails, comme les poches sous les yeux, comme toutes ces choses-là, pour vraiment arrêter l'image, quoi. Et peut-être il y a aussi ça aussi, vu que c'est quand même sur le regard. Pour Vincent, lui, c'est un gendarme qui ressemble à n'importe quel gendarme, un mec qui va croiser, il sait même pas qui c'est. Pour Jimmy, ce mec-là va être important, très important. Donc en gros, son regard est beaucoup plus, est beaucoup plus fort, beaucoup plus sur les détails, beaucoup plus précis, quoi. Vincent, par exemple, jusqu'à la moitié de la BD, il sait pas vraiment comment il s'appelle le gendarme. Il discute avec lui, mais il est pas encore dedans, alors que Jimmy, qui lui a perdu son père juste avant, tout d'un coup il y a quelque chose qui peut se passer. Après c'est de la psychologie de comptoir, c'est ça aussi, c'était intéressant de mettre ça sur la table, mais en tout cas c'est vraiment, vous voyez, c'est pas grand chose, mais avec le dessin, chaque petit trait, on peut se dire c'est important de montrer, on peut pas juste
comment dire, lui faire des poches sous les yeux parce que c'est cool d'avoir des poches sous les yeux, quoi. Enfin, voilà, il faut que ça ait un sens, et c'est ce genre de petits détails-là. Puis c'est pas grave, hein, le lecteur, il va passer une fraction de seconde sur cette case, mais son œil, parce qu'on a quand même un œil, on a un organe absolument incroyable. Il l'a analysé, il l'a compris, il l'a vu, tout est vu, quoi. Enfin, et ça, c'est quand même, il faut surtout pas minimiser ça dans la bande dessinée. On se dit toujours, oh là là, mais les gens ils lisent en 30 minutes, ils passent une demi-seconde sur la case, mais en fin de compte, non, l'œil a tout enregistré, tout. Et je suis sûr qu'on mettrait ce même dessin de Vincent, on le mettrait au bout de 250 pages, je dirais, ah, mais j'ai déjà vu exactement ce dessin, j'ai déjà vu exactement cette chose-là. Ouais. Alors bon, je vois que le temps avance, à vous de vous laisser la parole. J'aimerais juste vous poser cette question un peu naïve, car quand on a lu 14 juillet, on se dit, ça ferait un putain de bon film. Voilà. Est-ce que peut-être, éventuellement, vous avez eu quelques contacts, quelques approches pour une potentielle hypothétique adaptation? Oui, en ce moment, ils aiment bien aller aller chercher du côté de la bande dessinée. Donc oui, il y a des producteurs, ils disent, ah, ça se passe dans un petit village, il n'y a pas trop d'action, ça va pas coûter bien cher. Si on a une tête d'affiche, on peut arriver à on va avoir un financement région, on peut avoir des trucs. Je pense que c'est ça, ils l'ont un peu calculé là-dessus. Mais c'est ça. Enfin. Et puis il y a des beaux personnages, et ça aussi c'est très important pour avoir des acteurs. Enfin voilà. Oui, voilà. Et après il y a des choses comme ça. Puis après moi, quand on l'a écrit et quand on l'a dessiné, moi il y avait un film que j'avais beaucoup en tête, qui était American Sniper de Eastwood, qui est un film assez grandiose, hein, que je trouve assez puissant et très fort, enfin, un peu comme tout le travail d'Eastwood en général. Et c'est dire, si c'était pas American Sniper, si ça se passait en France, qu'est-ce que ce serait, quoi. Et bref, j'avais un peu ça dans un coin de la tête. Donc je pense qu'il y a peut-être des choses un peu, un producteur pourrait facilement se dire, ah bah tiens, ça pourrait être une espèce d'American Sniper à la française. Alors je sais pas trop ce que ça donnerait, mais bon. Oui, parce qu'il y a pour le réalisateur, ce qui lui facilite la vie, c'est qu'il y a tout le travail de mise en scène, qui est vraiment le terme qu'utilise Bastien et qui, je trouve, est très, très précis. En revanche, bonne chance pour le chef-op qui fait l'image. Oui. Parce que là, on voit les images, quelques planches tirées du début, mais il y a quelques scènes de nuit qui sont presque abstraites. Voilà, il y a beaucoup de les scènes dans la campagne, etc. Je pense qu'il y a des chefs-op qui doivent pouvoir imaginer quelque chose de différent et de singulier autour de ça. Mais bon, voilà, pour approcher le talent de Bastien Vives, courage. Mais non, ça par contre, ça vous tournez ça à la caméra, c'est plus belle la vie. Hein. Enfin, non mais vraiment, c'est champ contre champ, machin. Là, c'est des plans. On est vraiment là-dedans, quoi. Donc bon, c'est là aussi, c'est vraiment la bande dessinée, c'est un faux ami du cinéma. Quand un producteur prenne une bande dessinée, il faut surtout pas essayer de reproduire ou de refaire. C'est vraiment il faut se dire, ok, on prend l'idée, on a certaines pistes qui sont mises là-dedans, on pioche, et puis on jette. Encore pire que je trouve qu'entre la littérature et le cinéma, il y a quelque chose qui se passe, parce que le scénario, entre un scénario et un roman, on voit la connexion, parce que le bouquin peut être un outil de travail qui va amener. Mais la bande dessinée, c'est pas possible. Donc il faut aller chercher autre chose, quoi. Alors, il est temps de vous laisser la parole. On a une petite dizaine de minutes. Alors, qui sera la première à se dévouer? Bon, on a été clair, j'ai l'impression. Je pense que tout le monde. Ou même si vous avez des questions à vous poser l'un à l'autre, voilà. Non, ça va, on a pris le train ensemble. Oui. Monsieur. Ah oui, on a plein de projets secrets sous le coude. Et oui, de toute façon, on avait même, au moment où on avait écrit 14 juillet, avec Martin, on avait aussi d'autres idées. C'est vrai que il y a le côté, toi tu as une formation d'historien, il y a le côté historique. Moi j'ai jamais trop fait de BD historique à part l'Empire, mais c'était pas vraiment historique, ça se passait avec les armées romaines, mais il n'y avait pas vraiment de valeur vraiment historique. Et là c'était peut-être d'aller chercher un petit peu de ce côté-là. Moi ça me botterait bien d'aller un peu dans l'historique, mais bon. Après avoir fait quelque chose de très actuel.
Ouais, non, ça avance tranquillement. La reprise est très douce. Ouais, voilà. C'est le tout début, ouais. Madame. Alors, le noir et blanc. Est-ce que le noir et blanc, ça a un rapport avec le genre du polar? Moi, c'est une technique sur laquelle que j'avais déjà pas mal exploré dans mes anciens livres. Parce que au niveau du dessin, j'ai besoin d'avoir un peu de lumière. Et donc, j'utilise trois niveaux de gris. Et avec ça, je peux m'en sortir. Parce que si après, je commence à aller dans la couleur... Je trouve que la couleur n'a pas une vraie valeur ajoutée par rapport à mon propos. Je suis pas dans cette BD, on l'aurait faite en couleur. Je pense que à part peut-être pour les paysages, peut-être ça aurait donné un petit peu de. Ouais, voilà. En fait, je pense qu'entre si à choisir entre la lumière et la couleur, je pense que la lumière est beaucoup plus intéressante en termes de mise en scène que la couleur. La couleur, c'est joli, mais bon, il y a des super chefs-d'œuvre au cinéma qui étaient en noir et blanc. L'arrivée en couleur n'a pas amené forcément. Ça a pas. Comment dire? L'arrivée de la couleur dans le cinéma, si on prend, n'a pas changé toutes les cartes. Ça n'a pas été une révolution. C'est pas comme le changement de caméra, hein, voilà, qui a été une révolution dans le cinéma. L'arrivée de la couleur, bon, très bien, c'est plus joli, quoi. Mais... Et pour moi, ça fait partie assez souvent de l'expérience de la bande dessinée. Il y a énormément de bandes dessinées en couleur, il y a le travail mené par des coloristes qui est extraordinaire ou par des dessinateurs qui font eux-mêmes leurs couleurs. Mais la BD en noir et blanc, encore une fois, ça rejoint ce que tu disais sur l'intelligence de l'œil et donc de la lectrice et du lecteur, c'est qu'on les voit, les couleurs. Et chacun se fait ses couleurs. Je veux dire, quand on lit un roman, on se fait les gueules des personnages, les décors, les couleurs, etc., qui ne sont pas forcément explicités. Et là, ça fait partie du plaisir aussi, c'est ce travail sur la lumière. C'est-à-dire que les planches qui se passent en pleine nature, au milieu des arbres, on la devine, on l'invente, on la projette d'une certaine manière, la couleur. Et en plus, ça permettait de faire un bon mot et de dire qu'on avait fait un polar bleu, blanc, rouge en noir et blanc. Mais par exemple, j'avais fait un livre avant qui se passait dans une piscine. Là, juste en noir et blanc dans la piscine, je pense qu'il y aurait quelque chose qui aurait manqué, quoi. Voilà, il y a certains lieux. Voilà, il faut à chaque fois, c'est toujours la même chose. Quand on a une idée ou un sujet, il faut se poser là. Il faut vraiment tout remettre sur la table, sur la table et se dire est-ce qu'on a besoin de ça, est-ce qu'on a besoin de ça, voilà, et on choisit. Et puis là, pour le coup. Je crois que tu as utilisé encore un nouveau gris. Il y a un troisième gris, c'est ça? Oui, non, mais presque de la couleur. Je me dis que le bleu de l'uniforme ça aurait été pas mal quand même. Mais bon, après, c'est pas grave. Oui, madame, au fond. Alors, comment justement, pour ceux qui n'auraient pas entendu, avez-vous construit donc voilà, au départ, moi je suis venu voir Bastien avec une idée qui était très élaborée pour moi, qui était un scénario ultra touffu, ultra dense, avec des dizaines de personnages et des tas de trucs. Il m'a écouté très gentiment et longuement. Et puis, je crois qu'à la fin, il a retenu un personnage, le gendarme, qui n'était pas jeune d'ailleurs dans ma première version. Donc il a transformé d'emblée dans son esprit. Et il avait une idée de l'image de fin, qui n'était pas dans ce que je lui avais raconté. Et donc, d'emblée, il y avait un scénario extrêmement élaboré. Il a tout foutu par terre. On a recommencé à discuter et on a élaboré autre chose, une structure au fur et à mesure. Et ce qui était assez intéressant sur ce projet-là, qui est en même temps, je crois, assez compliqué pour Bastien, et comme il le disait au début de la conférence, qu'il a fait vraiment beaucoup de planches qu'il n'a pas gardées à l'arrivée, c'est qu'on a tenté beaucoup de choses, en fait. Et parfois des choses, des tentatives, des percées narratives qui étaient un petit peu particulières. Ouais, je me suis pas sur mal, lesquelles on est revenu. Pas mal, même au niveau du dessin, je me suis pas mal planté aussi pendant la réalisation sur des scènes ou des axes qui tout d'un coup je me disais ça va être fort, alors que en fait c'est que on n'a jamais travaillé sur une BD où le scénario était vraiment aussi subtil, quoi. Donc vraiment il fallait être très léger, il fallait avoir c'est pas évident et moi je suis plutôt un peu gros sabot et j'étais un peu donc ça au début j'ai mis un peu de temps mais toute l'idée de l'exode c'était à l'intérieur. Moi, oui, au départ on est arrivé assez vite à un synopsis, à séquencier quelques pages où on avait la structure de notre histoire, le squelette, et après le plaisir ça a été de pour moi, délivrer des scènes
Et donc d'écrire une scène après l'autre, en fait, c'était le plaisir d'écrire une scène. Et, Ouais, mais et toi, tu les as dessinés un peu au fur et à mesure, en fait. Ouais, après ouais, j'ai dessiné au fur et à mesure. Et puis, il y a des moments, bah, tout d'un coup, on fait non, mais en fait, il faut que ce personnage-là, il soit beaucoup plus important. Et donc, on reprend toutes les planches et on va rajouter le personnage. Bref, il y a plein de choses comme ça. Mais je repense juste à l'idée de l'Exode, qui était quand même notre point de départ et sur lequel on a vraiment écrit toute l'histoire. Je pense que quand on y repense, ça fait bien une dizaine d'années où on essaye de fuir quelque chose. Enfin, en fait, on est tout le temps en train d'essayer de fuir, comme l'exode qu'il y a eu du coronavirus. Enfin bref, c'est drôle cette idée que quand il arrive quelque chose, on essaye de le fuir. En fait, soit on fuit, soit on affronte. Enfin, il y a un des deux. Mais l'idée d'à chaque fois de se dire, on va trouver un petit coin de la France où on va pouvoir vivre un petit bout de paradis. Les Allemands arrivent, on va aller dans la Sarthe et la Mayenne. Bah, ouais, c'est pas Ça n'a pas évident. marché. Ouais, je sais pas si ça. Enfin, ça a marché. Mon grand-père, il s'était bien planqué, quoi. Mais bon, après, il était jeune. Et puis voilà. Mais bon, bref, mais voilà, cette idée de l'exode, je trouve que dans l'histoire, c'est ce qui donne le côté moderne et je pense que dans quelques années, on sera toujours un peu dans cette espèce de fantasme de l'exode et que le livre pourra continuer d'être intéressant et de parler aux gens qui le liront, quoi. Une dernière question. Non. Moi, j'en ai une pour Bastien, parce qu'on est à Nancy, donc c'est un cliché de quelqu'un qui n'est pas nancéen. T'as pensé à Maurice Barrès, Les Enracinés, en écrivant, en dessinant 14 juillet? Parce qu'il y a la question des racines, forcément. On parlait de cet exode, des gens qui cherchent un lieu sûr, du déracinement, de ce gendarme qui représente comme ça un territoire. Non, j'ai pensé à Boulet Bill plutôt. Ah oui, la voiture à 2 chevaux qui part en vacances. J'ai vu une BD de Boulet Bill, j'ai genre tiens, c'est là, je me rappelais plus qu'il avait fait une grosse couve à la gouache comme ça là sur. Mais bon, bref, voilà. Non, Maurice Barrès, je sais pas, j'ai pas la ref, je suis pas dedans. C'est plus ta cam, ça. Je te laisse avec ça. Voilà, c'était votre côté ami des chiens en quelque sorte. Voilà. Peut-être. Voilà, bref. En tout cas, merci en tout cas à tous les deux d'être venus nous parler de 14 juillet. Un album absolument formidable. Merci. Que vous allez dédicacer dans quelques instants à la sortie. Merci à tous et passez une bonne fin de journée ici à Nancy au Livre sur la Place. À bientôt. J'avais envie de te faire chier. Un écrivain nationaliste qui a écrit les déracinés, justement sur les déracinés. De la société industrielle qui. C'est un vieux ? Ah ouais, il est fin 19e. Ah ouais, bah,